Bonjour à toutes et à tous. Et puis, je vais d'abord quand même laisser, honneur aux dames, le privilège à Karine de se présenter. Euh, donc bonjour, je suis donc Karine Antique, j'ai un double poste, je suis chef de service éducatif sur une équipe de prévention spécialisée. J'interviens dans une association qui est un groupe associatif dans les Bouches-du-Rhône. Et par ailleurs, je suis chargée de mission auprès du CNLAPS, notamment sur le suivi de cette recherche-action qui porte donc sur les coopérations socio-éducatives de territoire. C'est un sujet sur lequel j'ai déjà eu à travailler par ailleurs et que je continue à travailler. Voilà. Daniel? Je suis là. Je vérifie juste que j'ai bien. Alors voilà. Est-ce que l'affichage est correct ou c'est trop grand? Ou c'est parfait pour vous? Non, Au enfin, niveau moi, de c'est l'affichage. parfait. C'est parfait. Voilà, très bien. Donc, Daniel Dos, donc moi j'interviens aujourd'hui au titre plus particulièrement du CNLAPS, bien que je sois directeur d'un service de prévention spécialisé pour l'association Moisson Nouvelle au Mosée-Est, donc entre les collègues du CMSEA Bérennes et Forbach et le territoire messin un peu plus loin. Voilà. Et donc, j'ai des territoires en commun avec certains acteurs qui d'ailleurs sont présents à cette visio et que je suis ravi de retrouver ce matin. Je suis membre du bureau du CNLAPS et évidemment hyper investi sur la question qui m'anime de la prévention spécialisée et aujourd'hui la question qui va nous animer, la question des territoires, qui à mon sens, on va vous la présenter du regard actuel de la prévention spécialisée parce que c'est d'abord une recherche-action qui émane des services de prévention spécialisés et qui est portée à l'échelon national avec différents territoires. Mais c'est très vite finalement un regard pluri-acteur parce qu'on a aussi l'occasion, et j'en parlerai, par exemple, d'avoir une expérimentation particulière sur le territoire d'Hambourg dont mon service fait partie. Et on verra que cette question pour nous de coopération socio-éducative des territoires, elle revêt différentes dimensions qui s'imbriquent et qui, dès lors, à notre sens et à l'état actuel de la recherche-action, comme le disait Muriel, on n'évoquera pas de conclusion parce qu'on n'en est pas du tout à ce stade, mais on a dégagé quelques éléments qui nous semblent être des éléments importants de conditions pouvant mener à la coopération. Faut-il encore qu'on s'entende sur ce que l'on met derrière le mot coopération? Voilà, donc Karine, je vais peut-être te laisser présenter prévention spécialisée. On est reparti. Donc, par contre, voilà, moi, j'ai pas la main sur le. Je crois pas l'avoir en tout cas. Voilà. Donc, on voulait resituer d'où on parle en fait, puisque c'est une recherche-action qui est porté par donc l'acteur qui est le CNLAPS. Donc, simplement aller très vite sur la question de ce qu'est la prévention spécialisée. Cette citation, par exemple, est issue d'un référentiel qu'on a aussi adressé à Muriel et que vous pourrez sûrement avoir puisqu'il est en format PDF et qui permet un peu de situer ce qui est donc la prévention spécialisée, qui est une intervention en gros d'après-guerre et qui a toujours fait avec les habitants qui se trouvaient à un endroit et dans l'endroit et avec l'endroit en question. Pour faire à la fois, donc, pour aller vite, de l'action individuelle sur des jeunes qui étaient, il y a déjà 60 ou 70 ans, en marge, et pour aussi changer le contexte dans lequel ils travaillent. Voilà, ce qui situe un peu pourquoi le CNL a voulu lancer cette recherche-action. Donc, la prévention spécialisée, est habilité protection de l'enfance. Donc, pardon, je la refais. En fonction, maintenant, avec la métropolisation, il y a des endroits, on va dire, où la compétence a été transférée aux métropoles et d'autres où la compétence reste affectée aux conseils départementaux dans le cas de la protection de l'enfance. Ce qui change, donc, sur cette fonction-là, ce qui change, c'est parfois les tranches d'âge sur la question de la prévention spécialisée. Donc, ça peut, mais grosso modo, c'est du 11 ou 10 21 ans ou 25 ans.
Donc, les grands enfants, on va dire les préadolescents, adolescents, jeunes majeurs, et après, même un peu plus que jeunes majeurs. Donc, on est bien sur une intervention qui se décline en 3 grandes façons de fonctionner, qui sont le travail de rue, ce qui peut être appelé l'action de proximité. Donc, ça, c'est la question d'être aux côtés des gens, avec eux dans leur milieu de vie. Donc, travail de rue, présence sociale de manière différente, développée ou pas, puisque chaque association, chaque acteur de prévention, finalement, fait avec le contexte dans lequel il intervient. Donc, il va y avoir des endroits où il y a plus de partenaires chez qui passer et donc faire cette question de présence sociale, ou des secteurs où l'association a développé, par exemple, ce qu'on peut appeler de la présence sociale numérique. Ensuite, l'articulation centrale, c'est bien l'accompagnement éducatif individualisé qui est hors mandat, c'est-à-dire qui est librement consenti par les adolescents à qui c'est proposé ou qui sont en contact. En lien avec leur famille à un moment donné, il n'y a pas de passage obligé, ça peut démarrer par un contact avec les familles, ou le contact avec les familles peut arriver après. C'est aussi des accompagnements collectifs, des projets de groupe, donc autour d'un groupe constitué par l'éducateur dans un quartier, ou bien de groupes qui sont spontanés, avec lesquels l'éducateur va fonctionner. Ça concerne autant, quand on écrit l'accompagnement collectif, c'est aussi l'accompagnement des habitants en tant qu'adultes, par exemple, typiquement autour de la constitution d'une association de quartier, d'une association d'habitants, d'une association de parents d'élèves, pour qu'ils se constituent et qu'ils existent un peu plus socialement, jusqu'au moment où l'association existe, et dans ce cas-là, l'accompagnement s'éteint, en fait. Et du coup, ça, c'est lié à ce qu'en prévention spécialisée, on appelle le développement social local, donc qui revient à l'histoire de la prévention, qui est toujours lié à l'histoire de la prévention spécialisée, en ce sens qu'elle le fait, elle est dans un périmètre déterminé. Donc, quand la prévention spécialisée est sous l'habilitation du conseil départemental, c'est un schéma départemental de prévention, en fait, qui détermine des zones géographiques dans lesquelles il y a une intervention de PrEV. Donc, pour y développer de la présence sociale, des accompagnements éducatifs et des projets collectifs qui ont un visée de changement ou d'amélioration ou d'impact sur l'environnement. Voilà. On a utilisé une forme de dessin de représentation de ce que peut être la prévention spécialisée, qui peut passer, voilà, qu'on a trouvé intéressante parce qu'elle résume ou elle vous caractérise montre, finalement. Voilà, elle caractérise et elle vous représente un peu ce qui peut être dans les fonctions ou dans les actions mises en place par les éducateurs de prévention. Donc, le diagnostic, savoir où on travaille, comment il vit le quartier, les circulations, etc. Partagé ou pas, on en reparlera, ça. L'observation, donc c'est le temps de travail de rue, c'est cette question-là. Et du dernier mètre, ça veut dire qu'on est en bas d'immeubles, à la sortie des écoles, dans les centres commerciaux, là où ils sont, là où est le quartier, là où vit le quartier. L'aller vers la présence sociale, donc c'est l'éducateur qui va au contact, qui fabrique le contact, à la fois vers les habitants, petits, grands, ceux qui rentrent dans le mandat de la prévention et les plus grands, parce qu'ils font partie du quartier, et les associations ou institutions présentes. Tout ça, ça permet de fabriquer, d'amener et de nourrir les accompagnements éducatifs, et inversement. Donc, c'est l'agir sur l'environnement, on l'a dit, les actions collectives, on l'a dit aussi, accompagner le territoire. Donc, ça, ça fait partie de la PrEV. Et l'ingénierie pour l'innovation, c'est-à-dire dans un quartier particulier, qu'est-ce qu'on pourrait proposer, comment on pourrait répondre autrement et proposer des projets. Et comment ces actions forment des boucles, en fait. Peut-être juste, Karine, préciser que à ce stade, on revient, sans rentrer dans les principes, même si elles ont été évoquées par Karine rapidement, on revient sur qui, pour nous, fait consensus au niveau de ce qu'est la prévention spécialisée, bien que la prévention spécialisée soit plurielle. Il y a des préventions spécialisées selon des territoires, selon leur propre organisation, selon leurs propres besoins et difficultés. Je pourrais faire le parallèle avec les collègues des centres sociaux.
il y a le cadre du centre social, mais il y a des manières de faire le centre social sur des territoires en fonction de la nature de ce qui peut se passer et des besoins du territoire. Donc, c'est pareil au niveau de la prévention spécialisée. Évidemment, elle est intimement liée à la question de la protection de l'enfance. Vous noterez la subtilité dans mon mot. Je parle d'intimement lié. Je ne dis pas seulement qu'elle fait que de la protection de l'enfance, parce que je crois que la prévention spécialisée, depuis des années, elle est au carrefour des politiques publiques, mais elle revendique, et à juste titre, et elle y est bien inscrite, elle est dans le champ de la protection de l'enfance. C'est d'ailleurs ce qui confère aux éducateurs de prévention spécialisée le secret professionnel. C'est bien d'appartenir à la protection de l'enfance et d'être sur la tutelle de l'aide sociale à l'enfance. Et c'est important parce que ça veut dire aussi qu'en termes d'acteurs sur un territoire, il y a le côté développement du territoire et il y a le côté prévention des risques et des dangers potentiels qui peuvent être observés, constatés auprès des jeunes. Voilà. Tout ça, c'est un peu la prévention spécialisée qui, du coup, va s'adapter en fonction des besoins des territoires. Donc, du coup, en partant de ce qu'est la prévention et comment finalement est constituée, donc le CNL-APS, c'est une association qui fédère des acteurs de la prévention spécialisée, donc des associations, mais aussi, par exemple, des représentants de certaines métropoles ou institutions. Du coup, c'est une recherche qui vient des acteurs dans le cadre dont comment dire, l'essence est venue des réunions au niveau du CNL, partant sur certains principes, donc on vous a rappelé là sur la présentation. Donc, prévention et territoire sont consubstantiels. Il n'y a pas de prévention spécialisée sans une insertion dans un territoire. Du coup, la question de la maîtrise du projet, de la coopération sont des prérequis en prév parce qu'effectivement, l'éducateur de prévention, bien qu'on exerce autour de la question de l'accompagnement éducatif d'adolescents en difficultés diverses, ce n'est pas que ça. Donc, la question du projet en partenariat et de comment on monte des choses sont très importantes en prév et sont demandées, en fait, quand les éducateurs prennent les postes. Et donc, cette question-là est venue s'enrouler avec une des missions du CNL. Donc, le CNL-APS a plusieurs missions, de la formation en direction des acteurs, de la production de connaissances, et une forme de veille et de réflexion entre l'évolution des politiques publiques et les impacts ou les modes d'articulation possibles avec l'action de prévention spécialisée. Et du coup, la question de cette recherche-là est née à cet endroit-là, en fait, l'évolution des politiques publiques et pourquoi pas l'évolution du métier d'éducateur et la place du CNL comme possible facilitateur d'un recueil en fait des actions, des pratiques et ou des difficultés ou des repérages de difficultés qui peuvent être faits par les acteurs qui sont adhérents au CNL. Du coup, la recherche a été finalement pensée au départ comme ça et pensée d'entrée comme une recherche-action, c'est-à-dire liée aux acteurs et en même temps avec l'appui extérieur de chercheurs pour l'étayer, l'outiller et la mettre en mots intelligibles. Donc, la recherche-action est donc à la fois une réalité de terrain observée et vécue par des acteurs qui mettent dans des espaces à un moment en commun ces observations, ces réalités, appuyés par des chercheurs qui viennent sur le terrain eux-mêmes être en position d'observateurs, des fois d'observateurs participants, pour essayer finalement d'essayer à terme d'identifier si un modèle particulier se dégage d'une sorte de mode d'emploi de ce qui pourrait être une coopération efficiente. Voilà. C'est un peu, on ne sait pas si on arrivera jusque-là, à ce stade, hein, mais en tout cas, c'est
Voilà, c'est d'abord une transformation des politiques publiques, une réalité des terrains observés qui ont impacté les adhérents du prévention spécialisée du CNL, qui ont fait remonter certains questionnements, qui nous ont conduits à vouloir mener cette recherche-action sur finalement, je vais prendre des exemples concrets pour que ça parle à tout le monde. Voilà, on sait tous sur les territoires, comme il n'est pas toujours facile de travailler ensemble, même quand on est tous pleins de bonne volonté, on est tous pris par nos réalités du quotidien et finalement la question du travail en commun, de la production commune au service d'un territoire et des publics, c'est pas toujours si évident que ça. Et souvent, on peut être confronté, souvent des territoires où il y a des ruptures de liens, c'est-à-dire il y a un ensemble d'acteurs qui sont présents, mais il n'y a pas de travail en commun. Et des fois, des acteurs qui s'essoufflent parce que finalement, le modèle tel qu'il est construit ou tel qu'il est pratiqué perd de sa substance dès lors qu'une personne quitte le groupe ou voilà, c'est souvent des histoires de personnes plus que d'acteurs en réalité. Donc l'idée, c'est d'essayer d'observer tous ces phénomènes pour essayer de dégager des pistes qui pourraient permettre de se dire, on pourrait imaginer les choses un peu autrement dès lors qu'on est d'accord pour soit faire le pas de côté, soit bouger certaines lignes. Et qui doit bouger ces lignes et qui doit faire le pas de côté, c'est un peu ce qu'on va dérouler ce matin. Voilà, vous allez voir, sans dévoiler tout le reste, il n'y a pas que la question des acteurs de territoire. Euh, on verra la suite tout après. Tout ça nous amène à quelque chose qui finalement est très complexe en termes de lecture d'un territoire. Ça ne va pas de soi. Et Karine, je vais te laisser la suite sur la complexité, ce que tu adores. Je sais que tu adores. Oui, parce que si on prend cette définition-là qu'on vous propose de la complexité, qui évidemment n'est pas de nous, mais du coup, ça permet la question de dire que c'est une tapisserie en fait, et qu'il y a plusieurs fils et que ces fils forment un dessin, quelque chose, ça permet finalement de voir par exemple le territoire ou les relations coopératives comme un ensemble qui est constitué de différents éléments et qui n'est pas complètement inintelligible et qui est complètement, à la limite, qui peut être unique. Du coup, c'est aussi la dernière partie, c'est-à-dire le vrai problème, c'est que nous avons trop bien appris à séparer les choses. On peut reprendre sur la question des formations ou de certaines politiques dites en silo, où on va que sur certaines, par exemple que les jeunes ou que l'habitat, etc. Et qui finalement pose le souci de comment on peut proposer ce que Daniel appelle l'approche globale. Et du coup, c'était une façon aussi de dire la question de l'intervention dans comment on fabrique, comment on se tient, comment on tient dans le temps une coopération. Ça a l'air inextricable, mais si on le prend comme quelque chose constitué de plusieurs éléments, peut-être qu'on va arriver à le comprendre dans le processus. C'était un peu ça l'idée, et que aussi effectivement l'intervention, je trouve que l'intervention de prévention, quand on le présente, parfois on nous dit aussi que c'est compliqué ou que c'est complexe parce qu'on mélange constamment la question, enfin on lit constamment territoire, accompagnement éducatif, action avec les groupes, action individuelle. Et que donc cette question d'avoir plusieurs éléments qui forment quelque chose, peut-être que pour nous, entre guillemets, acteurs de prévention spécialisés, c'est un peu évident, mais qu'en même temps, c'est pas forcément intelligible, et que du coup, la recherche-action, peut-être qu'elle peut permettre de rendre intelligibles certaines choses qui sont vues comme embrouillées. Voilà. La complexité, c'est pas forcément quelque chose d'embrouillé. C'était un peu ça l'idée, peut-être. C'est un peu ça l'idée, et l'idée, c'est de se dire que finalement, on parle souvent de complexité dès lors qu'on est incapable de décrire quelque chose. On dit que ça devient complexe quand en fait on n'arrive plus à expliquer, qu'on n'arrive plus à le décrire. Donc l'idée, c'est d'essayer de réussir là, de faire de cette complexité qui finalement ne touche pas que la prévention spécialisée, parce que tous les acteurs finalement sont confrontés à cette complexité,
comment on peut la rendre intelligible, comment on peut tenter de la décrire, ou peut-être comment on peut tenter de la dépasser pour finalement arriver à quelque chose qui va servir la dynamique de territoire, les habitants, etc. Sans aller trop loin à ce stade, mais Karine le disait très vivement à travers la réforme de pensée que vous avez sur la slide, c'est qu'on est dans notre éducation, on a appris beaucoup à séparer les réalités en petits morceaux. Voilà. Rien que les apprentissages scolaires sont des apprentissages disciplinaires et tout organisé autour des disciplines. Les politiques publiques sont construites en silos. Vous avez la politique de la protection de l'enfance, la politique de la prévention des délinquances, et j'en passe. Tout ça, c'est découpé et on est habitué à ça. Sans s'en rendre compte, nous-mêmes, quand on aborde un territoire en tant qu'acteur, on est dans ces fonctionnements-là. Et ça veut dire qu'il nous faut prendre conscience aussi, si on veut faire de la coopération, qu'il faut peut-être accepter de sortir de ce mécanisme-là. Et c'est facile comme ça à le dire ce matin, Dieu sait, et les collègues qui sont avec vous, avec moi présents ce matin le savent, c'est pas si évident à faire vivre au quotidien pour nous les acteurs. Il y a un deuxième point dont il faut aussi peut-être avoir à l'esprit, c'est qu'on est en permanence dans un lien direct entre nos connaissances et nos émotions. Et qu'on a une perception d'un territoire. C'est-à-dire que, un peu à l'image d'une photographie, en vérité, quand on observe une photographie d'un territoire, voilà, on se met à l'entrée d'un quartier et on observe quelque chose, en fait, nous-mêmes individuellement, en tant que personne, on est déjà en train de l'interpréter. Parce que ce qu'il se passe à ce stade, c'est que le cerveau, il réadapte quelque chose de binaire, il envoie une information au cerveau et ça constitue une image. L'image telle qu'elle est perçue, c'est une interprétation du cerveau de l'individu. Ce qui veut dire que si on est 50 individus, potentiellement, on ne voit pas la même chose. Donc, ça veut dire que des fois, on a l'impression qu'on est sur le même territoire, qu'on partage les mêmes choses parce qu'on partage certains mots, mais des fois, on n'a pas nécessairement la même perception de ces territoires. Moi, je sais qu'on s'est souvent échangé sur comment nous, on voyait la question de la jeunesse sur le territoire avec d'autres acteurs. Et des fois, on n'a pas la même vision, parce qu'on n'a pas le même filtre et on est imbriqué par cette question de perception. Donc, c'est important, en question de départ, c'était un peu ce qu'on venait poser sur la recherche-action, c'est à la fois la complexité en tant que quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer et comment on va essayer de réussir à décrire ou pas forcément à décrire, mais à passer outre pour construire quelque chose qui va faire de la coopération, de se rappeler qu'on est en quelque sorte, si le mot est peut-être fort, mais je vais l'utiliser quand même, on est en quelque sorte formaté aussi dans nos apprentissages et qu'il faut nous-mêmes nous autoriser à sortir de cette vision un peu en silo des disciplines, etc. Quelques éléments de méthode à ce stade, Karine. Donc la recherche-action, elle a été, elle repose en fait sur des principes, voilà, qui sont là, c'est-à-dire qu'elle est portée localement par les associations adhérentes du CNL qui se sont engagées à porter l'action dans la durée, parce qu'elle a été réactivée, elle a été officiellement lancée fin 2019, elle prendra fin 2021. Donc les associations se sont engagées dans le temps et ont engagé aussi leur réseau local, leur territoire dans cette démarche-là. Donc, se sont engagés à prévenir et à associer leur réseau dans l'engagement de cette recherche-action. Donc, c'est une recherche-action qui est pensée sur finalement 2 plans. 6 plans locaux, il y a 6 associations porteuses localement, on va en reparler, et un plan national. Et c'est pensé pour être tissé ensemble, c'est le cas de le dire, entre des périodes ou des moments dans les 6 territoires et des périodes où on se rassemble autour du national pour reparler en fait des 6 territoires. On ne parle pas de la question nationale. Voilà, donc les dates. C'est le cabinet Néhorizon. Donc, le CNL a lancé en fait une recherche pour trouver son intervenant. C'est le cabinet Néhorizon qui a été, dans un premier temps, sélectionné par le CNL. Et la méthode du projet fait que le choix définitif a été validé en comité national de pilotage, ce qui permet en fait de fabriquer en fait
un partage de certaines décisions qui se font donc dans ce comité national de pilotage. Et donc, pour rappel, puisqu'on en parlait au début, c'est une recherche-action qui est au niveau financier, qui est triplement portée. La DGCS via notamment la DILPEG, mais pas uniquement, l'ANCT et le secrétariat général CIPDR. Donc, avec les enjeux et les demandes spécifiques de chacun de ces financeurs, sachant que au-delà de la question financière, participe aussi au comité national de pilotage et donc au suivi de la recherche-action, par exemple la Haute Autorité de Santé et d'autres associations, de manière à ce qu'on ait quelque chose d'un peu partagé et qui couvre plusieurs champs. Pour revenir sur la question de la politique en silo, à cet endroit-là, les différents champs se retrouvent en fait, notamment sur le comité de pilotage. Voilà, donc on fonctionne avec… Vas-y, pardon. Donc à ce stade, plusieurs sites retenus qui ont décidé, alors retenus, c'est pas retenu, qui ont décidé de s'associer à la recherche-action au moment où elle a été proposée, avec des tailles et des géographies vraiment totalement différentes d'un endroit à un autre, des problématiques et des territoires qui peuvent à la fois se ressembler d'un point de vue voilà, de la perception, hein, des immeubles HLM à certains endroits qu'on peut retrouver à d'autres, mais de quartiers vécus qui ne font pas vivre et faire vivre la même chose sur les territoires. Donc voilà, Marseille, dont vient Karine, elle a bien de la chance, elle est au soleil toute l'année. La Moselle-Est, nous concernant, hein, vous, mes amis du Grand Est, vous savez comment on commence seulement à savourer le soleil. Donc avec la particularité chez nous en Moselle-Est, c'est que c'est deux associations qui ont décidé aussi de s'associer pour être autour de cette recherche-action. C'est à la fois les collègues du CMSEA et moi-même qui représente Mention Nouvelle sur un territoire commun qui est le territoire du bassin houiller. Donc voilà, c'est Frémin-Merlebach, Ambourreau, Forbach, Bérennes-les-Forbach, je dirais même, parce que les collègues de Forbach, c'est à la fois Forbach et Bérennes-les-Forbach. Le territoire de la Loire, avec le quartier de la Ricamarie qui est porté par la Gazef, Brest, le quartier l'Europe, l'association de Bosco, et puis Abbeville, la PAP 80, l'IFEP, Mantes-la-Jolie, c'est une partie de Mantes-la-Jolie, ce n'est pas la totalité, on n'a pas voulu trop surcharger les slides, mais vous comprendrez bien que ce n'est pas la totalité de Mantes-la-Jolie. Donc, des réalités et des organisations territoriales totalement différentes, parfois similaires, mais qui permettent finalement, par moment, de retrouver, et on le verra dans les éléments de vos premiers constats, des éléments communs. Une organisation en plusieurs instances, avec à la fois un comité national de pilotage, qui se réunit à peu près tous les 3 mois, alors en présentiel là aujourd'hui, mais ça a été un peu compliqué les premiers temps, qui valide des axes à poursuivre et qui travaille sur des productions proposées par le cabinet Nourrison, qui un peu centralise, synthétise, etc. Et puis des comités locaux qui sont organisés sur site. Alors pour être tout à fait honnête, nous concernant sur le territoire de la Moselle, ça a été assez compliqué de pouvoir se dire sur l'année de réorganiser des comités locaux. Donc on a fait le choix finalement d'orienter plutôt au travers de réunions de projets qui étaient déjà en cours, qui étaient portés. Moi, par exemple, pour être concret, on a, la plupart des collègues, on organise une action projet autour du Prox Aventure, hein, rassemblement forces de l'ordre, police, habitants, etc., institutions. Et on a profité de ces réunions-là où finalement on a déjà un certain nombre d'acteurs du territoire pour poursuivre la recherche-action et pour ne pas surcharger les réunions. Vous savez, comme on a été tous pris les uns les autres par un ensemble de réunions ici et là, et que ce n'est pas toujours évident de pouvoir se rendre disponible. L'important dans ces comités techniques locaux, c'est véritablement, bien que c'est une recherche-action qui soit portée par le CNL et par la prévention spécialisée, l'idée, ce n'est pas d'essayer de trouver ce qui fait la bonne coopération pour la prévention spécialisée. L'idée, c'est véritablement, à partir d'un territoire, d'essayer d'identifier des éléments ou des processus qui viendront nous dire que pour faire de la coopération, il y a tel prérequis, tel point sur lesquels il faut être sensible, etc. Et pour l'ensemble des acteurs, et quand je dis l'ensemble des acteurs, là aussi, c'est l'ensemble des acteurs qui concourent à l'ensemble des politiques publiques. Ce n'est ni que les acteurs de la protection de l'enfance,
ni que les acteurs de la cohésion sociale, c'est l'ensemble de ces acteurs, hein, ni que les acteurs de l'habitat, etc. Mais c'est tous ces acteurs réunis. En tout cas, tous ceux qui ont souhaité faire partie prenante du projet. Karine. Donc, du coup, on peut, si on a normalement assez posé le contexte, donc une des questions, c'est donc, quels sont les freins et les accélérateurs de coopération sur le principe de regarder donc, ces sites extrêmement diversifiés finalement. J'ai vu une des remarques, donc, il y a une copropriété dégradée, il y a de la banlieue en tant que banlieue, des petites villes, la Ricamarie, c'est 6000 habitants à côté de Saint-Étienne, ou un site très très large comme en Moselle. Donc du coup, l'idée, c'était de repérer sur chacun des sites les freins et les accélérateurs de ces coopérations. Est-ce qu'il y a de la coopération? Est-ce qu'il n'y en a pas? Puisque ce n'est pas forcément les sites qui se sont portés volontaires pour s'investir dans cette recherche-action ne sont pas forcément des sites qui peuvent revendiquer que la coopération est à l'œuvre ou existe seulement sur leur secteur. Ça peut être aussi des sites qui, justement, eux, de leur point de vue d'acteurs de prévention, avaient le point de vue qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il y a carrément quelque chose qui n'existe pas. Donc, on passe à la suivante peut-être. C'est plus facile, non? Donc, du coup, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, sachant que la recherche-action, en fait, elle finit fin 2021 et que donc les conclusions et les préconisations ne sont pas abouties, mais ce qu'il y a d'ores et déjà qui sort et qui semble, de toute façon, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, ce qu'on peut repérer, c'est que pour arriver à mettre en place quelque chose de l'ordre de la coopération, il faut peut-être arriver à déterminer entre les acteurs ce qu'ils ont en commun ou qu'est-ce qui fait commun pour eux, entre eux, dans leurs relations. Il y a la question, évidemment, du territoire. C'est quoi ce territoire? Et autour de cette question-là, on peut réunir des acteurs, donc, parce que s'ils ne sont pas ensemble, ça commence par être compliqué. On est grandement d'actualité. Ça m'a fait sourire ce matin sur France Culture. Il y a eu une petite chronique sur la question de pourquoi, dans le discours politique, le mot territoire a pris cette ampleur-là. C'était ce matin vers 8h15, un truc comme ça. Donc, il y a la vraie question du terme et puis après de ce que ça peut représenter, cette histoire de territoire. Donc, ce qui a été repéré aussi de manière très, très forte et qui sort de manière massive, c'est justement le diagnostic de territoire. Si la question de lancer ou de proposer ou de s'associer à un diagnostic de territoire, ça a été identifié comme étant, pour le coup, un accélérateur. Et la question de la formation partagée entre acteurs est localisée, c'est-à-dire qu'une formation partagée ou une formation interacteur, mais qui est à 80 km de l'endroit où on bosse, dans certains cas, ça ne va pas avoir le même impact ou la même retombée qu'une formation dans le territoire ou autour du territoire. Voilà. Du coup, sur la question Daniel? Oui, sur la question de ce que les acteurs ont en commun. Voilà, sur la question de il vaut mieux le dire, en fait. Ça paraît évident une fois que c'est dit, mais les recherches aussi permettent des fois de mettre des mots sur des évidences. Ce qui permet de réunir les acteurs, en fait, les réunir dans un but déjà ce qui permet de les réunir. Et ensuite, ils identifient le but. En fait, c'est un peu ça qui sort. C'est qu'ils aient un problème et qu'ils aient tous un peu le même, ou bien qu'ils aient tous un peu la même question. Ouais. Parce que s'il n'y a pas quelque chose qui fait blocage, enfin, quand il y a quelque chose qui fait blocage, paradoxalement, ça peut favoriser le fait que les acteurs se réunissent et qu'ils sortent, pour revenir sur ce que disait Daniel, sur la question de ma mission, c'est ça, je suis là pour ça. Oui, c'est la question des complémentarités, mais pas uniquement. La coopération, on peut voir aussi que c'est pas qu'une question de complémentarité, c'est pas se compléter
c'est pas l'autre qui me complète pour que je mène mieux à même ma mission. C'est comment on peut résoudre ensemble, par exemple, un problème ou une question qu'on n'arrive pas à dépasser sur un endroit spécifique. À ce stade, encore une fois, on n'est pas dans les conclusions, mais à ce stade, l'enjeu est d'arriver à trouver en quelque sorte un objet commun et ensuite de parvenir à travailler ensemble dans une dynamique de coopération qui repose sur des processus de fonctionnement qui sont différents du réseau du partenariat. Et ça, c'est important parce que l'idée sous-jacente, c'est d'abord, on a un objet commun, ça peut être une question, ça peut être un problème. Il y a des endroits, ça a été un problème de violence des jeunes sur les territoires, et des endroits, ça a été un problème parce qu'en ce moment, finalement, il y a l'absence de quelqu'un qui jouait un peu le rôle de coordinateur des territoires et il n'est plus là, il n'est plus présent et on perd cette dynamique-là. L'enjeu est d'arriver finalement à pouvoir identifier un objet commun indépendamment de sa mission. C'est-à-dire que peut-être que l'objet commun ne revêt que 10% de ce qui est réellement votre mission à vous, et pas les 90% autres. Mais l'enjeu, il n'est plus là. L'enjeu, il est vraiment de se dire que ça va servir la dynamique du territoire et qu'au final, l'amélioration, si je peux caricaturer, de cet enjeu va, par ricochet, améliorer euh, euh, une partie du reste de ma mission, en quelque sorte. Donc, c'est autre chose encore que juste d'être complémentaire, et c'est autre chose que d'être juste partenaire. C'est savoir renoncer à un moment à sa propre mission pour se mettre au service d'un objet commun, même s'il représente à ce stade peu, même si, excusez-moi le terme, il n'est pas toujours vendeur. Parce que derrière, je sais, l'acteur, il doit en plus se justifier de ce qu'il fait, de comment il le fait et pourquoi il fait ça. Donc c'est difficile pour un acteur d'intervenir sur un enjeu qui peut lui être commun, mais qui représente peu au regard de sa mission, parce qu'on va, il prend le risque potentiellement qu'on vienne lui dire, mais monsieur, là, vous êtes un peu à côté de ce que vous devez faire. Je vais prendre le cas de la prévention spécialisée. Quand on a commencé à être trop présent sur les publics 21-25 ans parce qu'on avait identifié des difficultés, ici et là, on a été repris à un certain moment, à juste titre, hein, ce n'était pas le problème, ce n'était pas le lieu du débat, mais ça a créé quelque chose d'autre sur le territoire. Bon, donc, important cette notion de trouver un objet commun qui peut être, on le redit, un problème particulier de territoire, qui peut être un questionnement, etc. Hein. Et d'ailleurs, qui peut être un problème qui n'est pas seulement un problème qui explose à la vue de tout le monde, hein. Ce n'est pas forcément un problème de violence urbaine, c'est des fois, hier j'ai échangé avec Karine, c'est des fois l'anomie de ce territoire. Des fois, le fait qu'il n'y a pas de bruit, il ne se passe rien, ça doit interroger aussi. Alors, sur le territoire, sur ce qu'on met à l'intérieur de le territoire. Karine, parce que Karine, elle adore ça, c'est son mémoire presque. Ah ouais, c'est la question de. Enfin, on a repéré et on repère. Si on utilise le terme de territoire, on le voit un peu passer là sur le chat. Quand on va utiliser ce terme-là de territoire, vont tout de suite arriver les questions de c'est quoi les limites, c'est quoi le périmètre, c'est quoi la frontière, où est le centre. Oui, mais moi, mon territoire. Et si on parle de territoire, on parle aussi. Comment ne pas oublier, comment prendre en compte en fait la question des habitants, des acteurs qui sont payés pour intervenir dans, ceux qui sont payés pour intervenir autour, la terminologie qui sont spécifiques finalement à chaque mission ou à chaque mode de financement. J'agis pour, je fais avec. Une politique de. Et du coup, ce temps permet, donc sur les comités techniques, moi je suis le comité technique des rosiers, donc à Marseille, et effectivement, les rosiers, c'est une copropriété. Donc on peut se dire, par exemple, c'est une copropriété, donc le territoire des rosiers, il est facile à définir. Eh bien non, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'effectivement, chacun, à partir de sa place,
dans sa mission et sa place au regard, par exemple, de la ville ou de la banlieue et aussi de sa place hiérarchique, voit les choses différemment et va poser un périmètre différemment. Et du coup, le fait d'utiliser à dessein le terme de coopération socio-éducative de territoire, la question du territoire emmène donc des notions qui sont que en tout cas la recherche interroge et qui peuvent nous permettre aussi de s'interroger nous-mêmes dans nos propres missions ou dans ce qu'on veut mettre en place. Donc voilà, s'il y a un territoire, il appartient à quelqu'un. Il y a forcément, en tout cas pour moi, ça c'est une notion de possession et d'appartenance. Et de sentiment d'appartenance à un territoire. Je crois que à ce stade, sans encore une fois dans les conclusions, quand on a commencé, rien que sur le titre, qu'on a commencé à réfléchir à cette question-là, on a très vite vu les réflexes qu'on a les uns les autres, de se dire oui, mais moi, le public là, ça ne me concerne pas, parce que moi, je travaille jusque à la frontière là. Et puis, comment on fait? Sauf que on sait, hein, nos publics ils sont mobiles, ils se déplacent, des fois, et ça a une incidence aussi sur la dynamique de territoire. Sauf que c'est pas le même territoire limitrophe ou administratif de chaque acteur, mais pour autant, ça va avoir un impact à un moment sur son propre territoire limitrophe ou administratif. Ça veut dire que il faut aussi, là encore une fois, un peu à l'image de, il faut dans la question de la complexité, s'autoriser à avoir une approche qui sort d'une approche juste disciplinaire pour être sur une approche plus globale. Là, il faut s'autoriser à définir avec les acteurs qui participent à comment on peut qualifier notre territoire, comment on peut l'identifier, pas nécessairement en termes de limites. Nous, on reprend ce que d'autres ont pu écrire, hein, on n'a rien inventé de ce côté-là, mais on considère finalement le territoire plus comme étant quelque chose de l'ordre d'un système que réellement un territoire comme étant un lieu géographique délimité, etc. Ce qui veut dire aussi que ce dernier évolue en permanence. Et donc, ce qu'on a partagé en début janvier 2021, ça va peut-être complètement être différent en fin d'année. Et ça, c'est important de le garder à l'esprit dans ce qu'on peut travailler en commun sur les territoires. Je ne sais pas si on a le timing qui est bon, parce que... Il faut raccourcir. Il faut aller plus vite. Allez. Okay. Pas raccourcir, mais forcément, si je peux me permettre d'aller un tout petit peu plus vite pour que ça ne soit pas trop frustrant pour vous et pour les participants. Voilà. Donc, sur ce qui fait commun ou ce qui peut rapprocher, c'est la question du diagnostic. Pour aller vite, là, on vous a mis une référence de quelqu'un avec qui le CNL a déjà travaillé plusieurs fois sur la question de la représentation du territoire. C'est un géographe, Alexandre Moine, et qui n'est pas très loin de chez vous d'ailleurs. Et la question de la représentation, qui représente comment, et de la dynamique que ça peut engendrer. Et là, ce qui ressort en fait de la recherche-action, c'est que la question de travailler sur un diagnostic de territoire partagé, c'est-à-dire c'est pas quelqu'un qui va contribuer à mon diagnostic, moi, mais c'est quelle photo à un instant on peut faire du territoire, sachant que cette photo va évoluer et qu'elle prend en compte, je ne sais pas moi, le transport, le logement. Cette question de faire un diagnostic, c'est en fait chacun donner son avis, donc donner une place. C'est une question aussi à la fois de travailler sur les représentations, travailler sur la réalité d'un certain point de vue, et aussi de faire commun, de fabriquer commun et de partir d'un objet qu'on est d'accord de faire évoluer. Donc, la question du diagnostic, effectivement, là, il faut qu'on aille un peu plus vite, mais elle apparaît dans cette recherche-action sur comment on peut favoriser des coopérations comme un des moyens, en fait, soit de travailler, soit d'améliorer, soit d'initier la dynamique coopérative autour d'un objet qui est finalement comment ces acteurs-là se représente le territoire. Même si une démarche de diagnostic partagé
après, ça ressort aussi que effectivement, c'est tout sauf facile et c'est tout sauf rapide, mais c'est un vrai. Il y a quelque chose qui fait adhérer les acteurs. Voilà. Allez, il faut que je parle moins. Le dernier élément qui apparaît en termes de constat à ce stade, c'est évidemment la formation partagée et localisée. On voit bien que cette question-là, elle ressort finalement de ce constat, mais elle imprègne déjà un certain nombre de politiques publiques qui invitent fortement à se former localement, à former les professionnels, à renforcer la question de la formation des professionnels, que ce soit dans la stratégie nationale de la prévention et protection de l'enfance ou dans la prévention de la délinquance. On voit bien qu'il y a un enjeu, même l'État invite fortement, on a mis quelques références ici, et moi je peux aussi témoigner de l'expérimentation d'ailleurs en cours sur le territoire d'Amburo, donc une initiative portée par la Fédération des centres sociaux en lien avec le centre social accès sur le territoire d'Amburo, qui cherchait finalement à essayer de voir comment l'ensemble des acteurs pouvaient contribuer à développer une manière d'entrer en lien avec le territoire pour favoriser l'émancipation des publics, favoriser la place des habitants, etc. Et une des étapes du travail mené dans l'expérimentation, sans aller dans la totalité, c'est la question de partager une formation commune où les acteurs locaux, et là c'est important, on est vraiment tous proches et vraiment présents sur les territoires, où les acteurs locaux, à un moment, vont partager du temps de formation en commun. Et on le voit à ce stade, dans les échanges, Mohamed pourra certainement apporter d'autres éléments, mais ça crée quelque chose de l'interconnaissance des professionnels, d'une meilleure connaissance des professionnels, qui du coup favorise plus naturellement les coopérations au service du territoire. Et peut-être l'élément manquant à ce stade, et ce serait une réflexion qu'il faudra qu'on porte, c'est peut-être réussir à ce que dans ces formations, on fasse également entrer des habitants, des jeunes des territoires. Ça, c'est un questionnement qu'on pose. Mais on voit bien, en tout cas, sur l'expérimentation qui est en cours, on voit bien, moi je le vois, ne serait-ce qu'au travers de mes équipes, je vois bien que du coup, il y a des réflexes parce que l'éducateur et l'animateur qui ont participé à la formation en commun, ils s'interpellent beaucoup plus naturellement, ils se reconnaissent mutuellement dans leur mission et ça déclenche des choses en termes de coopération, des fois informelles, mais qui vont, à notre avis, dans le bon sens. Voilà, à ce stade, des constats qu'on a pu tirer de la recherche-action. Alors, juste ça, on va passer, vous les aurez sur le support, hein, les définitions, si ça, voilà, c'est quelques références dont on va passer rapidement. Voilà, quelques références rapidement qu'on vous laisse, et je m'arrêterai juste sur cette dernière, sur la question de la gouvernance et du pilotage. Bien que ce ne soit pas un constat à ce stade tiré de la recherche-action. Mais quand même, on le sent et c'est sous-jacent. Alors, je vais le dire comme ça, mais les conclusions viendront peut-être dire l'inverse. Donc, je suis précautionneux dans ce que je vous dis. À ce stade, pour moi, il n'y a pas de coopération possible sur un territoire s'il n'y a pas aussi un pilote clairement identifié et une gouvernance qui s'inscrit également dans une volonté de coopération. Ce que je veux dire par là, c'est que si derrière on est, et je ne jette pas la pierre à l'État ni aux politiques départementales, mais si derrière on est obligé d'entrer dans des modèles de compétition, parce qu'il faut répondre à des appels d'offres, il y a des marchés publics, et on ne va pas s'inscrire dans de la coopération à un moment ou alors on va s'inscrire dans un nouveau terme, on va faire de la compétition, hein, et tu me corriges si je me trompe, Karine, mais finalement, et on va aller chercher dans la compétition ce qui est le plus arrangeant dans la coopération et ce qui est le plus arrangeant dans la compétition. Et finalement, on va être à un moment concurrentiel et à un moment coopératif.
Et à mon sens, la question du pilotage et de la gouvernance, et on sait que ce n'est pas facile, revêt un caractère particulier. C'est-à-dire, je le dis parce qu'en plus, il est là et il va partir à la retraite. Donc, voilà, on ne pourra même pas m'accuser de le favoriser, mais je sais que M. Bousser, délégué au sous-préfet, là. Et c'est quelqu'un, par exemple, sur notre territoire, qui a su finement accepter que les acteurs s'auto-organisent entre eux et que lui puisse suivre derrière et faire remonter cette dynamique. Après, est-ce qu'il a été entendu ou pas à une échelle au-dessus, c'est un autre débat, mais il a été sensible à cette question-là et finalement, ça crée quelque chose aussi sur le territoire. Ce n'est pas parfait, hein, je ne suis pas en train de dire que tout est parfait en Moselle, c'est plutôt pas mal, je trouve, mais on voit bien que cette question de la gouvernance et du pilotage, ne serait-ce que de ce que les acteurs peuvent mobiliser, peut, dès lors qu'elle est pensée dans un système coopératif, accélérer les choses. Pour moi, à ce stade, je ne le considère pas comme un frein. Je considère que ça peut être un accélérateur dès lors qu'on transforme la manière de faire et les possibilités d'agir des acteurs. Je ne vais pas plus loin là-dessus. Quelques exemples de coopération, je te laisse peut-être évoquer. Ouais, mais on est peut-être un peu pressé dans le temps. Ça, c'est deux des exemples, bon, ils sont marseillais, ces exemples-là, mais ce n'est pas très grave. Deux exemples de projets qui peuvent être vus après coup comme des exemples coopératifs, de coopération dans un territoire particulier. Donc là, il s'agit de balade urbaine. C'est un projet qui a eu lieu pendant plusieurs années. Donc où il y avait des entreprises, des entreprises de savon, des coopératives d'habitants, une coopérative d'habitants, un CIQ, donc vous voyez que les enjeux ne sont pas les mêmes, et une association de prévention spécialisée. L'idée, donc là, c'était comment on fabrique donc une balade pour valoriser, là c'est les arrondissements nord de Marseille, des balades pour un peu voir les quartiers autrement. C'était des balades pour certaines qui étaient payantes, d'autres qui étaient dans les journées du patrimoine. Donc, comment chacun, finalement, s'est décalé un peu de son truc, parce que le CIQ, voir des jeunes en chantier éducatif qui faisaient les guides de balade, ce n'était pas forcément au départ complètement évident pour eux. Et ça nous a semblé, l'exemple de type de projets qui peuvent être vus comme des projets à un moment donné de coopération pure. Ça ne veut pas dire que toutes les dynamiques partenariales autour de cette question-là sont inscrites dans la coopération. Et l'autre projet, pour aller très vite, parce qu'il me semble que ça fait un peu lien, peut-être plus directement parce que ce projet-là est un peu long, c'est un projet qui s'est appelé pendant très longtemps Question de réseau et qui est né en fait d'une question des intervenants dans un territoire, les intervenants écoles, collèges, pas au début, mais après, centre social et prévention spécialisée, il y a presque 20 ans maintenant, sur en fait, la prégnance et des trafics et la visibilité du trafic lié au cannabis, et du coup, qui venait questionner les professionnels sur comment on fait. Comment on fait parce qu'ils ne viennent plus s'inscrire? Comment on fait parce qu'ils sont devant la porte? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la bonne… En fait, leur question, c'était à ce moment-là, comment on peut… quelle posture serait la moins mauvaise, finalement? Et du coup, avait été lancée aussi une forme de recherche, mais donc là, qui est travaillé de la recherche sur la question de la posture. Quelle posture pour un travailleur en PrEV, pour un animateur de centre social, pour un animateur jeune, pour l'école, pour la dame qui ouvre la porte et qui n'est pas enseignante, comment on fait? Mais c'est clairement, finalement, aussi, ça peut être vu comme un exemple de projet sur les bases de la coopération, puisque chacun, donc ça s'est inscrit pareil dans le temps, a accepté finalement de venir travailler sur une question qui n'était pas complètement de son sujet à lui, puisque l'école maternelle ou l'école primaire, la posture du travailleur social ou de l'animateur jeune du centre social du quartier, ce n'était pas forcément sa question, mais ça a tellement posé problème à cet endroit-là, puisque c'est parti d'une cité en particulier, ça a tellement fait problème pour l'ensemble des acteurs qui étaient dans ce quartier-là, qu'ils se sont retrouvés sur cette question-là, qui pour autant dépassaient leur propre mission. Voilà, j'essaye d'être rapide. Voilà, donc voilà.
Alors, ensuite, on vous a évidemment Ouais. complété une petite biographie très exhaustive, hein, donc on vous laissera compléter si nécessaire, mais vous aurez l'ensemble du document. Euh, et puis, voilà, on a souhaité terminer un peu sur cette slide. L'action dans la mesure où on se consacre à fonder et maintenir des organismes politiques, hein, politiques au sens noble du terme, hein, pas politique politicienne, créer la condition du souvenir, c'est-à-dire de l'histoire. Voilà, par là, on veut dire que finalement, on participe en tant qu'acteur dans la manière dont on va coopérer sur les territoires à inscrire une histoire sur ces territoires. Et donc, à inscrire une histoire auprès des habitants, des jeunes qui vivent sur ce territoire. Et que c'est un élément important à prendre en compte parce que finalement, sans dire qu'on va façonner, mais on va potentiellement déclencher aussi, vous le savez, pour ceux qui sont sur des territoires à l'heure actuelle où il y a des vraies transformations d'habitat, comme ça peut toucher aux sensibilités des personnes et comme ça peut être difficile pour certains habitants de voir leur barre d'immeuble démontée et une rue disparaître, un banc disparaître, etc. Et nos actions aussi façonnent des territoires. Il y aurait moult centres sociaux ou éducateurs de prévention qui seront en capacité de vous dire qu'il y a encore des jeunes qui viennent les interpeller sur des terminologies d'avant. Hein. Les plus anciens qui sont présents ce matin, et à qui j'ai parlé de DSQ sauront de quoi je parle. Voilà, ce sont des terminologies qui existent encore dans l'histoire des personnes. On a des adultes aujourd'hui, nous, sur nos territoires, qui nous parlent encore de DSQ, donc de tournois, développement social des quartiers, de tournois interquartiers, etc. C'est bien que ce sont des périodes où les acteurs ont contribué à créer des dynamiques dans des phases de coopération qui ont nourri l'histoire d'un territoire. Voilà, on voulait terminer là-dessus parce que c'est pour nous un élément important dont il ne faut pas qu'on oublie, nous les acteurs. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention.